Je regarde juste si ça marche, super. Donc bonjour, je suis Axel F4GNT et je vais un peu discuter avec vous de Rattlegram et SSTV par COFDM. Donc c'est une présentation sans grande prétention technique. Ça sera plutôt court je pense, mais ça permettra de voir un peu, de démystifier un peu ce que c'est. Donc comme je viens de le dire, si vous n'avez pas les applis, ici vous avez les QR codes pour direct les télécharger. Après, je sais que c'est pas super terrible le réseau, comment dire, internet via mobile qu'on a ici, mais bon, c'est pas grave. Donc, tout d'abord, un premier constat. Alors, ça peut paraître très naïf, mais quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai eu ma licence radio amateur, j'ai voulu faire de l'écoute de signaux SSTV envoyés via l'ISS, mais sauf que j'avais pas de station, pas d'antenne et pas d'interface. Donc l'approche extrêmement naïve que j'ai eue, c'est d'essayer de capter ça avec mon mobile et l'audio du smartphone. Bon, je pense que je surprends personne si je dis que ça a pas bien marché. J'ai essayé avec la PRS aussi, pareil. Donc, et les autres modes numériques, j'ai pas essayé parce que c'est très difficile en fait à décoder si on n'a pas d'interface dédiée entre le smartphone et la radio pour directement reprendre le son. Donc après, quand on y réfléchit un peu, c'est normal en fait. Entre la propagation sonore, le bruit ambiant, les déformations qui peuvent parfois être dues à l'encodage et ainsi de suite, ben, c'est voilà, essayer de coupler l'audio de la radio à l'audio du smartphone, ben, ça induit des conditions fortement dégradées. Je sais que j'enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça. Donc, une des solutions qui marche bien pour ce genre de conditions dégradées, c'est la COFDM, donc pour Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Et en général, quand je dis ça, on dit « Qu'est-ce que tu nous racontes ?» Donc, quand on prend les éléments un à un, en fait, on s'aperçoit que c'est un concept assez attractif. Donc d'abord, la division en fréquences, en fait, en différents canaux sous-porteuses. Donc, hop, là, on a un signal avec différentes sous-porteuses. L'orthogonalité de ces canaux, en fait, ça veut dire que ces canaux n'interfèrent pas entre eux. Donc ça permet de simplifier en fait la discrimination entre les différents canaux au niveau du récepteur. Et coded en fait parce qu'on utilise des codes correcteurs d'erreurs et d'autres artifices afin d'améliorer la robustesse de la transmission. Donc on a différents exemples. Donc, dans le monde radio amateur, alors le plus connu c'est le VARA, mais il y a d'autres exemples beaucoup moins connus et d'autres que je ne connais pas certainement. Et par contre, dans le milieu industriel, dans le milieu même de l'électronique de tous les jours, en fait, c'est extrêmement répandu, que ce soit au niveau du de la téléphonie mobile avec la 4G et la 5G, le Wi-Fi et la radio numérique, tout ce qui est DRM, DAB, qui utilisent ce genre de principe. Mais sauf que la SOFDM, c'est juste un principe. Un principe. Et pour être exploitable, il faut une implémentation particulière. Donc c'est le cas de la COFDM TV, donc TV pour télévision, qui est une
comment dire, des implémentations spécifiques de ce principe. Donc c'est développé par un Allemand, Ahmet İnan. Alors un des gros avantages, c'est que la spécification et le modem sont entièrement open source. Donc c'est-à-dire vous pouvez aller sur le site que j'ai mis là. On peut tout récupérer dans des dépôts, il y a du code. Par contre, faut avoir son permis. Faut avoir son permis parce que c'est assez dense, mais l'auteur répond volontiers aux questions qu'on peut lui poser par mail ou par les réseaux sociaux. Il n'a pas l'air, d'ailleurs, c'est ça qui m'a surpris, il n'a pas l'air d'être radioamateur. Ou du moins, s'il est, il est extrêmement discret sur ses activités. Je ne vais pas aller trop loin dans la spécification technique parce que bon, c'est assez, c'est pas très, c'est pas très intéressant d'avoir toutes les statistiques. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de redondance et des codes correcteurs adaptés pour comment dire, pour avoir un maximum de robustesse dans la transmission. 8 modes sont disponibles avec soit du QPSK ou soit du 8PSK et ça nous permet d'envoyer des transmissions en bloc de 5380 octets. Et donc pour un peu populariser son implémentation de la COFDM, Ahmet İnan a fait 2 démonstrations techniques sur smartphone. La première, la plus connue, le Rattlegram, pour s'envoyer des messages, et la seconde, qui consiste en deux applications comment dire, complémentaires, AsympX et ShredPix, pour respectivement recevoir et envoyer des images en SSTV via COFDM TV. Donc, pour Rattlegram, donc là j'ai mis un peu l'interface et si vous l'avez sur votre téléphone, je vous conseille de le lancer parce qu'on va essayer de mettre un signal, d'envoyer un message. Donc ça permet d'envoyer et de décoder des messages via COFDM TV. Donc l'interface, elle est très comment dire, basique. On peut envoyer des pings. Alors oui, pour le Rattlegram, en fait, on a un des défauts, c'est qu'on n'a pas de retour. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir si notre message a bien été transmis, si le destinataire a bien reçu le message. Donc, c'est disponible sur Android et iPhone. Donc, ça, c'est pas mal, ça permet d'avoir un peu de diversité. On peut envoyer des messages assez longs, mais la redondance va dépendre de la longueur du message. C'est-à-dire, plus on va avoir de gros messages, moins on va avoir de redondance. Et il y a une version PC en cours de projet. Donc, je vais essayer de lancer le signal Rattlegram. Ah oui. Non, t'inquiète pas, c'est bon, désolé, j'avais pas vu. Ok. Ah, zut. Tu veux que je refasse? Ça a marché. Quelqu'un a réussi à l'avoir ou... Ah non. Ah, zut. Bon, les aléas du direct. Je voulais tester avant, mais... Non, pourtant, dans le... Oh. Ah. Non, après, bon, c'est pas grave, ça n'a pas l'air de marcher. On va essayer.
Et c'est un échec. ça, ça, ouais, bon, ça m'apprendra. Donc, pourtant, alors, attends, comment on fait par contre pour le mettre plein écran. Pourtant, en fait, quand j'avais le téléphone pas trop loin du PC et qu'il y avait des vidéos où il y avait du Rattlegram dessus, j'arrivais à capter un peu les messages. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Et donc, voilà, donc ça c'est, encore une fois, comme je disais, cette application c'est une démo technique. Et la question qu'on a en droit de se poser, c'est quels sont les cas d'utilisation concrets. Et donc, hormis voilà, pour faire des QSO assez rapides, donc on avait eu une soirée aussi Rattlegram à la RA35. Le premier truc qui m'a un peu choqué quand je suis, quand j'ai, je vais y arriver. Quand j'ai fait un peu de recherche sur Rattlegram, c'est de voir à quel point le public non radio amateur, en fait, s'est lancé dessus sur les bandes TMR, sur la CB, tout ça. Donc, j'ai été très très surpris, j'avoue. Et ça a l'air, en tout cas, d'être un excellent outil de vulgarisation auprès du public non radio amateur. Donc, déjà, si ça peut attirer des gens vers le radio-amateurisme, pourquoi pas. Et aussi, le fait que ça fonctionne bien, même dans des conditions dégradées, en fait, malgré l'échec de l'essai, ça a attiré aussi l'attention des organismes radio-amateurs qui travaillent avec la sécurité civile. Donc, par exemple, là, j'avais vu, il y a des exercices réguliers à Edmonton, au Canada, où ils utilisent régulièrement le Rattlegram pour transmettre des données, soit des GPS ou soit des fiches standards d'incidents. Donc, eux, leur logique derrière ça, c'est que un mobile B-band et un smartphone, il y a beaucoup de gens qui en ont et c'est beaucoup plus facile à déployer que d'autres solutions. Après, c'est pas la solution miracle, mais ça a l'air quand même de beaucoup intéresser dans ces sphères-là. Et le second cas concret, en fait, c'est justement un protocole basé sur Rattlegram, vraiment axé sur tout ce qui est communication d'urgence. Donc c'est développé par l'Open Research Institute, principalement des radioamateurs américains, et ils ont une démo en ligne. Donc le système s'appelle Rebit, en fait, c'est le croissement le bruit de la grenouille en anglais. Et ils ont une démo en ligne. Donc pour l'instant, c'est dans ses débuts. Ils ont reçu un prix l'année dernière par l'ARRL, je crois, pour tout ce qui est en fait innovation dans les nouveaux modes. Hop. Donc ensuite, la seconde partie, c'est tout ce qui est SSTV. Donc là, pareil, on a plusieurs applications. On a Asampix, en fait, toujours développé en fait par Amit Inan. Et c'est un récepteur SSTV via COFDM TV disponible sur Android uniquement. Alors le développeur a l'air de dire que pour faire accepter des applications par Apple, c'est un peu la galère. Et voilà, ça permet d'assez facilement recevoir des images via l'audio du smartphone. Et l'interface, encore une fois, est très épurée. Moi, le côté que j'aime beaucoup, c'est le côté très visuel. En fait, en haut, on a l'image en train d'être décodée, et en bas, on voit le waterfall avec à droite la constellation. Donc là, c'est du 8 PSK. Donc, et ça permet aussi de recevoir de coller plusieurs transmissions, plusieurs blocs
COFDM TV ensemble pour recevoir des images plus grandes. Donc la seconde application, c'est ShredPix. En fait, c'est un encodeur SSTV, donc uniquement sur Android lui aussi, et ça permet d'envoyer plusieurs formats d'images. Par contre, on ne peut pas pour l'instant découper des images pour l'envoyer en plusieurs fois. En fait, on peut les recevoir en plusieurs fois, mais on ne peut pas les envoyer. Donc pour ça, en fait, il faut passer par le modem open source qu'il faut compiler soi-même. Mais voilà, après ça marche aussi plutôt bien. Donc, encore une fois, qui s'en sert, comment? Donc, un cas qui est très concret, en fait, c'est la High Altitude Stratospheric Team en Pologne. Donc, c'est une équipe de radioamateurs qui fait de l'expérimentation avec des ballons. Eux, ils avaient un émetteur en fait SSTV commercial, et en fait, ils n'aimaient pas trop le fait d'être contraints par ça, d'avoir une station sol particulière. Et ils ont réalisé leur propre émetteur SSTV COFDM TV. Et la réception en fait se fait assez simplement avec un SDR et un PC qui fait tourner un émulateur Android pour récupérer les images. Et est-ce que ça marche? Ça marche très bien en fait. On voit vraiment bien l'image avec en haut les paramètres de vol. Donc ça marche très bien, et ils veulent renouveler justement l'expérience et pousser plus loin ce genre d'expérimentation. Donc quel est le futur de ce genre de système? Donc déjà, les applications vont évoluer. En fait, le développeur pousse beaucoup pour que les gens testent, lui donnent du feedback et pour que lui puisse implémenter de nouvelles fonctions. L'amélioration de l'encodeur SSTV, ça serait pas mal, parce que je pense que ça libérerait pas mal, parce que là en fait on est très limité, on est limité à un bloc de 5380 octets. Pour une image, ça fait pas beaucoup, quoi. Ça fait vraiment pas beaucoup. Et donc il y a une équipe aussi indépendante qui est en train de porter le modem COFDM TV sur des cartes de type ESP32. Donc pour l'instant ça marche, mais on est quand même très limité par la puissance de calcul, parce que justement un des problèmes de ce genre de procédé COFDM, c'est vraiment, il faut derrière la puissance de calcul ou le DSP pour vraiment traiter tout ça. Et il y a des plugins GNU Radio qui sont en train d'être développés, basés pour encoder, décoder ce type de signaux. Donc voilà. Donc je vous ai donné aussi quelques ressources. Donc le site du développeur avec son dépôt Git principal. Donc là vous avez toutes les clés en main. Mais voilà, il faut se plonger dans la doc, certains programmes qu'il faut compiler soi-même. C'est vrai que pour l'instant, c'est le modem open source, il n'est pas 100% user-friendly, on va dire. Et donc, il y a une vidéo aussi d'Andreas HB9BLA, donc, qui va vraiment en détail sur l'aspect technique aussi de la COFDM TV. Et il montre, en expliquant vraiment plus en détail chaque paramètre technique et en quoi ça améliore la réception du signal en conditions difficiles. Et la chaîne YouTube de Thomas SP5LOT, donc qui publie en fait les retours d'expérience du groupe AST, qu'on a vu, le groupe polonais de radioamateurs qui fait des expériences sur les ballons stratosphériques. Voilà. Bon, j'espère que c'était pas trop confus.
Il y a des questions? Donc Rémi, F4JWP. J'ai un peu raté le début, ou par petit manque de précision. Dans l'état de l'art actuel, je mets le haut-parleur de mon smartphone devant un transceiver. Est-ce que ça passe à l'autre bout? Oui, c'est justement, en fait, c'est un peu ce que je voulais expliquer au début, c'est que c'est quelque chose qui a été pensé dès le début pour ça. C'est pour vraiment de la communication en mode dégradé, pour essayer de faire passer les messages. Bon, même si le test qu'on a fait n'a pas du tout marché. Et du coup, la question subsidiaire, c'est sur un smartphone, il n'y a rien de plus simple que de sortir une petite carte son, ce truc qui coûte 2 balles sur AliExpress. On pourrait imaginer attaquer pour avoir encore un meilleur signal, directement l'audio d'un transceiver. Oui, oui, exactement. En fait, voilà, c'est fait, enfin, ça a été pensé pour être, transmis via couplage audio, mais il n'y a rien qui n'empêche le fait d'utiliser une interface quelconque. Et la robustesse, du coup, le fading, en observation, qu'est-ce qu'on en connaît actuellement de la robustesse du protocole, on va dire? Donc, en fait, après, je pense que ça va beaucoup se rapprocher de ce qui est vu pour le VARA, parce que une bonne partie du principe de base est le même. Après, l'implémentation n'est pas la même. Par exemple, sur le COFDM TV, on n'a pas de back channel en fait qui nous dit est-ce que ça a bien été reçu, ou on peut pas demander automatiquement pour l'instant à l'émetteur renvoie ton signal, j'ai rien compris. Donc c'est pour l'instant, voilà, les tests, c'est une phase très exploratoire. François, 5SDH. Oui, on a fait une expérimentation une fois un vendredi soir à la réunion F4 Caillot à Rennes. On a fait différents tests avec des pockets séparés de plusieurs dizaines de mètres. On a eu un petit peu de mal à faire fonctionner parce qu'on n'avait pas le retour au début. Mais à part du moment où ça fonctionnait, qu'on a compris comment ça fonctionnait, ça s'est mieux passé. On a pu même faire du RE19 via relais UHF, et ça fonctionnait relativement bien en fait. C'est le retour en fait, c'est le manque d'accusé de réception qui déroute au démarrage. C'est exploratoire, donc on va sans doute refaire une soirée dédiée sur ça ou en partie. Pour s'amuser, il faut essentiellement trouver les correspondants qui sont à l'autre bout et qui veulent aussi à distance tester tout ce qui est fading, tout ce qui pourrait être échange. Mais c'est vraiment très très simple d'utilisation. Un pocket, un smartphone, le logiciel, et c'est parti. Ça marche très très facilement. Voilà. Après, ce qu'il faut voir, voilà, le projet américain, la Rebit, c'est un peu ce qu'ils veulent faire. Ils veulent un peu sortir de la démo technique et avoir un mode numérique qui soit déjà vraiment axé radio-amateur et qui soit utilisable aussi par tous les OM de manière vraiment opérationnelle, quoi. Yannick F4UJ, juste une question par rapport aux Polonais qui ont envoyé un ballon en haute altitude. Il y avait un téléphone Android qui a été envoyé dans l'espace, ou est-ce qu'il y a des moyens de faire un espèce de modem qui fait le truc? J'ai envoyé un mail à Thomas SP5LOT pour avoir plus d'infos, mais il m'a toujours pas répondu. Donc, mais c'est très intéressant, quoi, parce que après je sais vraiment pas comment ils ont fait. Mais par contre,
La chaîne YouTube est très intéressante parce qu'il y a vraiment de tout comme expérimentation. Ben, typiquement, le mois dernier, non, il y a 1 ou 2 mois, ils ont envoyé un module Meshtastic dans dans le ballon, et ils sont arrivés à faire des contacts ultra loin en fait. Ils arrivaient à contacter des gens à l'autre bout de l'Allemagne, et c'est assez impressionnant quoi, ce qu'ils ont fait. Et ouais, juste parce que s'il y a une espèce de modem qui existe un jour, c'est moyen de faire plein de bricolage, quoi. Ce serait cool. Ben, oui, après voilà, il y a une équipe qui bosse très activement sur une version qui tourne sur carte ESP32. Mais où ça en est, encore une fois, pour l'instant, c'est très exploratoire, et personnellement, je pense que ça a potentiellement un bel avenir. D'autres questions? Bonjour, Neil F5 VCV. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas de moyen d'envoyer des fichiers binaires? Pas pour l'instant. OK, bon, parce qu'il y a quand même des choses qui existaient dans le temps. Je pense notamment à quelque chose qui s'appelait 7+, qui permettait dans les temps du paquet de prendre un fichier binaire et de le splitter dans multiples fichiers ASCII. Ça existe, hein, donc il y a toujours des solutions. Après, ce serait quand même à manipulation manuelle un peu complexe, mais faisable, quoi. Après, c'est pour l'instant, voilà, c'est des démos techno, mais ça fait partie. En fait, l'auteur a pas mal de pistes, et je crois, si je me souviens bien, l'envoi de fichiers binaires, ça en fait partie. Parce que, en fait, pour l'instant, on envoie des images. Pour moi, il n'y aura pas tellement de différence entre envoyer une image et envoyer un fichier texte. De toute façon, c'est un fichier qu'on envoie. Donc, je pense que c'est possible. Et donc, le UTF-8, c'est du 256 caractères maxi, c'est ça? 8 bits, quoi. Alors, en fait, on envoie c'est des blocs de 5380 octets. Mais voilà, comme tu dis, rien n'empêche de splitter le fichier en plusieurs morceaux, quoi. Après, c'est quelque chose qui doit être possible directement en manipulant le modem open source. Mais comme j'ai dit, voilà, c'est pas très user-friendly pour l'instant. Oh, il y a plein de solutions, c'est vrai. Voilà. Mais par contre, oui, c'est un projet 100% open source. Autant les applications Android que le modem, que la spécification, tout est ouvert. Et d'après ce que j'ai pu voir sur Internet, l'auteur est très réactif quand on lui pose des questions, et il n'hésite pas à mettre en avant les différents travaux qui sont réalisés sur ça. Plus de questions? Merci Axel. Merci. Ensuite, c'est toi.